Je n'ai jamais été la fille brillante, ni la rebelle. Juste celle qu'on oublie. Dans ma famille, j'étais l'ombre. J'étais celle qui faisait les courses quand tout le monde dormait, qui payait les factures en silence, qui laissait toujours la dernière part du gâteau au cas où quelqu'un aurait encore faim. J'ai 26 ans, je vis toujours chez ma mère, et jusqu'à récemment, je pensais que c'était normal de se faire piétiner si on ne criait pas assez fort. Mon frère aîné, Paul, est ingénieur. Ma sœur, Camille, bosse dans la finance à Paris. Moi, je suis chargée de clientèle dans un centre d'appel. Rien de glorieux, mais je tiens la maison à flot. Électricité, internet, gaz, c'est moi qui réglais. Mais personne ne s'en rendait compte. Ou plutôt, tout le monde s'en fichait. Quelques jours avant Noël, j'ai eu une mini-prime. Ridicule, mais suffisante pour me faire croire que je pouvais, moi aussi, faire un vrai cadeau à ma mère. J'ai choisi un collier en pierre naturelle, emballé dans une boîte en bois gravé. C'était un détail, mais j'y avais mis tout ce que je pouvais. Le jour de Noël, l'ambiance était déjà tendue. Les gens parlaient fort, riaient, buvaient trop. Comme chaque année, j'étais au fourneau depuis le matin. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Vers 20h, tout le monde s'est installé. Ma mère a commencé son fameux tour de table, elle félicitait chacun de ses enfants. Paul, bravo pour la maison que tu as achetée. Camille, tu représentes tellement bien la famille dans la haute société. Puis elle m'a regardé. Une seconde. Un sourire pincé. Rien. Elle est passée à la suite comme si j'étais une chaise. J'ai glissé mon cadeau vers elle, maladroitement. Elle l'a ouvert, l'a observé, puis a dit d'un ton sec. Et tu m'as acheté ça avec quoi? Ton salaire de standardiste? Tu ferais mieux d'économiser plutôt que d'acheter des trucs inutiles. J'ai senti mes joues brûler. Je n'ai rien dit. J'ai juste baissé les yeux. C'est là que je me suis demandé, et si je partais? Ce n'était pas une question de colère. C'était une prise de conscience brutale. Je ne comptais pas. Pas vraiment. Pas dans cette maison. Le dîner s'est terminé dans le vacarme. Moi, j'étais déjà loin. Je pensais à une valise. À un studio. À une porte qu'on ferme et qui reste fermée. Je ne savais pas encore que la claque la plus violente allait arriver le lendemain. Mais ce soir-là, j'ai compris une chose, on ne m'a jamais vue comme une fille, une sœur ou une personne à aimer. J'étais un outil. Et j'étais cassée. Alors j'allais me reconstruire. Et pour ça, il fallait partir. Le lendemain matin, tout a basculé. Je me suis levée avant tout le monde. Comme toujours. La maison était silencieuse, baignée dans une lumière froide de décembre. Je me suis assise sur mon lit, encore habillée de la veille, fixant ma valise vide posée sur le sol. C'était étrange. J'avais attendu ce moment toute ma vie sans le savoir. Et là, j'ai commencé à la remplir. Un jean. 2 pulls. Une brosse à dents. Quelques livres. Rien d'important. Juste ce que je pouvais emporter de moi, sans eux. J'étais en train de plier un vieux sweat quand la porte s'est ouverte à la volée. Ma mère. Elle m'a regardée. Elle a plissé les yeux, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. « Tu fais quoi, là ?» Je me suis retournée calmement, sans m'excuser, sans trembler. Pour une fois. Je pars. Un silence. Court. Coupant. Puis elle s'est mise à rire. Un rire sec, nerveux. Pas drôle du tout. Arrête tes bêtises. Tu vas aller où? Tu crois que t'es capable de quoi? T'as pas d'argent, pas d'appart, t'as même pas de vraie vie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levée, j'ai attrapé ma veste, et en la mettant, j'ai lancé. Là, et au fait, je ne paierai plus les factures. Et là, elle a changé de couleur. Elle a blêmi. Complètement. Comme si je venais de lui annoncer qu'elle allait perdre sa maison. Et, en vrai, c'était un peu ça. Tu n'oserais pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit.
Tu m'as dit que je ne faisais rien pour la famille. Alors maintenant, tu verras ce que ça fait quand je ne fais vraiment rien. Elle est devenue folle. Littéralement. Elle a hurlé. Elle m'a bloqué dans le couloir. Elle m'a menacé de me couper de tout. Tu vas finir seule, Clara. Tu crois que quelqu'un va t'aimer, toi? Tu penses que tu peux exister sans nous? Et là, j'ai compris le truc. Le vrai. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la colère. C'était de la panique. Elle savait très bien que sans moi, elle allait devoir assumer ses propres responsabilités. Et ça, elle ne l'avait jamais fait. Elle ne m'avait pas gardée ici par tendresse. Elle m'avait gardée par utilité. Alors je suis sortie. Pas en pleurant. Pas en claquant la porte. Juste, libre. Et pendant que je descendais les escaliers, valise à la main, je me suis dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si ton absence dérange plus que ta présence, c'est que tu n'étais jamais aimé, seulement utilisé. Je suis partie avec une valise, un sac et une boule dans la gorge aussi compacte qu'un pavé. Il faisait encore nuit. Personne dans la rue. Même le froid semblait me regarder partir sans rien dire. J'avais nulle part où aller. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi sûre d'une décision de toute ma vie. J'ai pris le métro avec ce mélange étrange de peur et de soulagement. Je me suis assise, serrant ma valise contre moi comme si elle contenait tout ce que j'étais devenue. En réalité, elle ne contenait presque rien. Mais c'était déjà trop pour la fille que j'étais avant. J'avais réservé un petit studio en ligne quelques jours plus tôt. Un endroit minuscule, pas très bien isolé, avec une kitchenette collée au lit. Mais c'était à moi. Personne ne me dirait où poser mes chaussures. Personne ne me parlerait comme à une domestique. Quand je suis entrée, il n'y avait rien. Juste un matelas au sol, une ampoule nue pendue au plafond, et une odeur de peinture encore fraîche. Mais je m'en foutais. J'ai balancé ma valise dans un coin et je me suis assise sur le matelas. C'était dur, froid, inconfortable, et j'ai souri. Parce que pour la première fois, je pouvais respirer. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de fondamental, je n'avais jamais eu d'espace à moi. Pas un seul. Pas une pièce, pas une minute, pas une décision. Et maintenant, même ce sol inconfortable représentait une victoire. Mais après l'euphorie, vient toujours le silence. La première nuit a été difficile. Très. J'ai entendu tous les bruits de l'immeuble, tous les craquements, tous les soupirs des voisins. Je n'ai presque pas dormi. Et quand le soleil s'est levé, j'ai eu ce moment de panique, et maintenant? Pas de famille à appeler. Pas de message du matin. Rien. C'est là que j'ai contacté Léa. Léa, c'est une amie d'enfance que j'avais perdue de vue. Elle avait quitté la ville depuis longtemps, mais elle venait de revenir pour un nouveau boulot. On s'était croisés par hasard sur Instagram quelques semaines plus tôt. Je lui ai envoyé un message simple. « Tu veux boire un café un de ces jours ? J'ai besoin de parler. » Elle a répondu en 30 secondes. « Ce soir. Chez moi. Tu viens manger ? » Quand je suis arrivée chez elle, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Elle m'a serré fort, sans poser de questions. Elle a dit. Et tu n'as pas à tout raconter ce soir. T'as juste à être là. C'est déjà énorme. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais peut-être perdu une maison, mais pas l'espoir. Ce soir-là, en rentrant dans mon minuscule studio, j'ai allumé mon ordinateur. Et j'ai commencé à écrire. Pas pour me plaindre. Pas pour accuser. Juste pour mettre de l'ordre dans ma tête. J'ai ouvert un document et tapé ces mots. Je m'appelle Clara. J'ai été une fille utile, une fille transparente, aujourd'hui, je vais devenir une fille libre. 3 jours après mon départ, ma mère m'a appelée. Pas pour s'excuser. Pas pour prendre de mes nouvelles. Non. Juste pour demander une chose. Tu vas vraiment arrêter de payer l'électricité ? Pas un bonjour. Pas un « tu vas bien ?» Juste ça. Je suis restée silencieuse. Elle a insisté. Tu sais que tout est à ton nom ? Que sans toi, on peut se retrouver dans le noir du jour au lendemain ? C'était fascinant.
3 jours à peine, et déjà, le château de cartes s'écroulait. Et pourtant, ce n'était que le début. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri. Un vrai rire. Nerveux, mais sincère. Parce que j'avais eu raison. Parce que leur sécurité reposait entièrement sur celle qu'ils avaient traitée comme une moins que rien. Mais ce n'est pas cette histoire qui m'a le plus marqué. Ce qui a vraiment changé le cours de ma reconstruction, c'est ce que j'ai découvert en triant mes papiers. En voulant officialiser ma nouvelle adresse, je suis tombée sur des relevés bancaires. Des prélèvements automatiques que je ne comprenais pas. Et là, j'ai compris. Depuis presque 2 ans, ma mère avait mis plusieurs abonnements à son nom, sur mon compte. Téléphone. Plateforme de streaming. Même une carte de crédit secondaire. Elle l'utilisait sans jamais m'en parler. J'étais sidérée. Pas fâchée. Pas blessée. Pas encore. Juste figée. Parce qu'en un instant, tous les petits détails du quotidien ont pris un autre sens. Les discussions évitées. Les « c'est moi qui gère » ne t'occupe pas de ça. Les refus de me montrer certains papiers, tout s'imbriquait. Je n'étais pas seulement exploitée. J'étais volée. Et là, une partie de moi a eu envie de revenir. De tout balancer. De hurler ma colère. Mais l'autre partie, la plus lucide, a compris que ça ne servirait à rien. Parce que certaines personnes ne regrettent pas ce qu'elles font. Elles regrettent juste que vous ayez fini par le découvrir. J'ai envoyé un seul message. Et tu as utilisé mon compte sans mon accord. J'ai bloqué les autorisations. Tu es majeur et responsable. Je ne veux plus de contact à partir de maintenant. Bonne chance. Elle n'a pas répondu. Mais le lendemain, j'ai reçu un appel de mon frère. Paul. Le grand, le modèle parfait. Il m'a laissé un vocal. T'es sérieuse? Maman est en larmes. Tu vas vraiment la laisser comme ça? T'as aucune reconnaissance, Clara. Aucune. Et là, j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. Parce qu'ils n'étaient pas en colère que je sois partie. Ils étaient en colère de devoir enfin se débrouiller seuls. Ce jour-là, j'ai commandé une petite lampe LED pour mon studio. Rien d'extraordinaire, mais elle éclairait toute la pièce. Et je me suis dit, je préfère cette petite lumière dans mon chez-moi que des lustres dans une maison où on m'éteignait. La première semaine dans mon nouveau studio a été un mélange de solitude et de petites victoires. Chaque jour, je me levais, je m'habillais, et je travaillais. Puis le soir, je rentrais, je me faisais à manger toute seule, et je m'assoyais devant mon ordinateur. Rien d'extraordinaire, juste des journées qui me rappelaient que je n'avais pas besoin de l'aval des autres pour exister. Mais petit à petit, ce n'était plus seulement la solitude qui m'écrasait. C'était la vie, réelle, avec ses exigences. Le matin, il fallait se lever tôt. Le soir, payer les factures. Et surtout, il y avait des moments où je me demandais. Et si je me trompais? C'est fou comme les doutes surgissent quand on se retrouve face à soi-même. Quand on quitte l'ombre, qu'on cesse de se cacher derrière les autres, on se retrouve avec ses propres démons. Sans distraction. Sans excuse. Un soir, en rentrant du travail, j'ai eu l'impression que tout allait me rattraper. Une fuite d'eau dans le coin de la salle de bain. Les voisins bruyants. Et moi, là, en face du miroir, à me dire que j'étais en train de gâcher ma vie. C'est là que j'ai reçu un message de Léa. Elle avait vu mon post sur les réseaux sociaux. Tu veux qu'on se voit ce week-end? Je sens que t'as besoin de parler. Elle avait raison. Ce week-end-là, on s'est retrouvés dans un café. Pas un endroit chic, juste un petit coin où les gens viennent pour se détendre. C'était tout ce dont j'avais besoin. Et quand elle m'a regardée et a dit, tu sais, Clara, t'as fait le bon choix, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. J'avais cessé de me chercher des excuses. Je savais pourquoi j'avais fait ce choix. La vérité, c'est que je me sentais enfin vue. Pas comme la fille qui suit, mais comme une personne qui, pour la première fois, avait décidé de se respecter. Léa m'a raconté ses propres galères, ses moments de doute, et ce qui m'a frappé, c'est que, malgré tout ça, elle avait avancé.
Elle m'a dit une chose qui est restée gravée dans ma tête. Et tu sais, on est toujours à la croisée des chemins. Tu choisis de t'arrêter, ou tu choisis de continuer. Mais dans tous les cas, c'est toi qui fais ce choix. Et là, un déclic. Le lendemain, j'ai repris ma vie en main. J'ai arrêté de m'excuser pour être moi. J'ai continué à payer mes factures, mais cette fois, sans ressentir de culpabilité. J'ai trouvé des solutions pour réparer cette fuite d'eau. Et chaque petit problème qui se présentait, je le résolvais sans demander à quelqu'un d'autre. Mais la meilleure chose, c'est que j'ai commencé à regarder mes anciens souvenirs d'une manière différente. J'ai arrêté de les voir comme des échecs ou des erreurs. Ces années de silence et de soumission? Elles étaient là pour me montrer qu'il fallait que je me batte pour moi-même. Pour ne plus jamais être réduite à une silhouette floue dans une maison qui ne me voulait pas. C'est aussi à ce moment-là que j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu mon ancien téléphone. Celui avec les photos de famille, les messages de ma mère. Chaque photo qui me rattachait à un passé dont je n'avais plus besoin. Je l'ai remplacé par un téléphone neuf, sans historique. Sans remords. Sans attache. Ce téléphone était le symbole d'un nouveau départ. Un mois est passé, et chaque jour semblait plus facile que le précédent. La solitude, qui au début me faisait si peur, était devenue une amie silencieuse. C'était dans cette solitude que j'avais appris à me connaître, à réfléchir sans interférence, sans le poids constant des attentes des autres. Mais une chose me frappait toujours, l'absence de ma famille. Ils étaient toujours là, quelque part, derrière un écran ou dans le coin de ma tête. Mes anciens problèmes, mes regrets, mes peurs, tout restait ancré, comme des fils invisibles qui me tiraient dans toutes les directions. Mais le pire, c'était ma mère. Parce que, même après tout ce temps, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander. Est-ce qu'elle va se rendre compte que je ne reviendrai pas? Un après-midi, alors que je m'apprêtais à sortir prendre un café avec Léa, mon téléphone a vibré. Un message. De ma mère. J'ai besoin de te parler. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé ce message pendant quelques secondes, comme si j'attendais un signe. Un signe que j'étais prête à entendre ce qu'elle allait dire. Mais au fond de moi, je savais déjà ce qu'elle voulait. Elle avait compris que je n'allais pas revenir. Et maintenant, elle se retrouvait face à l'inconnu. Sans filet. Sans moi. Je me suis mise à réfléchir. Quand est-ce que tout ça avait basculé? Quand est-ce que j'avais cessé d'être une simple fille dans une famille, pour devenir une femme qui se libérait enfin? C'était comme un film dont j'avais déjà vu le dénouement. Je lui ai répondu. Simplement. Je suis occupée. Je n'ai rien à dire. Je savais que ce n'était pas juste de ma part, mais j'étais fatiguée de donner des chances à des gens qui n'en donnaient jamais. J'étais fatiguée d'être l'option de secours, la personne qui pardonne sans jamais être pardonnée. Le silence a régné pendant quelques jours, et puis, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon frère, Paul. T'es sérieuse, Clara? Maman est dévastée. Tu crois que tu vas être mieux sans nous? Tu penses qu'on ne va pas t'en vouloir toute ta vie? Je suis restée calme, sans hausser le ton. Parce que je savais que ça n'en valait pas la peine. Ce n'est pas une question d'être mieux. C'est une question de ne plus être mal. Il n'a rien répondu. Le silence est tombé entre nous. Un silence lourd. Comme une porte qui se ferme doucement. Il a raccroché sans un mot de plus. Pourtant, j'avais compris quelque chose ce jour-là. C'était plus qu'une simple rupture. C'était le début d'une transformation. Le lendemain, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Cette fois, ce n'était pas de ma mère, mais de ma patronne. Elle m'avait observé ces dernières semaines et savait que quelque chose avait changé. Elle m'a proposé une nouvelle opportunité au travail. Un poste plus important. Un vrai défi. Je n'ai même pas hésité. Oui, je prends. C'était comme si la vie me tendait une main, me montrant qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qui m'attendait. Que ma décision de partir, de me couper de ce passé, avait créé de l'espace pour que des choses meilleures arrivent. Je n'avais jamais imaginé qu'une simple décision pourrait m'ouvrir à tant d'opportunités. À tant de possibilités.
Et à cette idée nouvelle, je mérite ce qui est bon pour moi. La vie ne m'offrait pas de retour en arrière. Elle m'offrait une chance de créer mon propre chemin. Et c'était ça, la vraie liberté. Le mois suivant a été un tourbillon de changements. Mon nouveau poste m'a permis de redécouvrir une version de moi-même que j'avais oubliée. Une version plus audacieuse, plus sûre d'elle. J'avais l'impression d'avoir retrouvé un contrôle total sur ma vie. Mes journées étaient pleines de projets et de rencontres. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus une spectatrice de ma propre existence, mais une actrice principale. Et puis, un jour, Léa m'a proposé une idée folle, partir en week-end ensemble. Juste toutes les deux. Prendre l'air, se déconnecter. J'étais réticente au début. L'idée de quitter mon petit cocon de tranquillité me paraissait étrange. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Ce week-end-là, quelque part au bord de la mer, j'ai fait le vide. J'ai respiré. J'ai senti l'air frais me fouetter le visage, j'ai écouté le bruit des vagues, et pour la première fois en longtemps, je n'étais pas en train de penser à ce que j'avais perdu, mais à tout ce que je pouvais encore gagner. Léa et moi, on a parlé de tout et de rien, mais surtout de nous. De nos rêves, de nos envies. Elle m'a expliqué à quel point elle admirait la décision que j'avais prise de quitter ma famille. Au fond, elle savait à quel point c'était difficile, mais elle me disait qu'elle voyait un changement chez moi. Que j'étais plus lumineuse, plus entière. J'ai compris à ce moment-là que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma mère, de mon frère, ou même de ma famille pour être heureuse. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de croire en moi. C'était la seule chose que j'avais jamais vraiment négligée, ma propre conviction que je méritais de vivre selon mes règles. En revenant à la ville, j'ai commencé à planifier un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, créer mon propre blog. Un endroit où je pourrais partager mes expériences, mes réflexions, et surtout, où je pourrais aider d'autres personnes qui se sentaient, comme moi, prisonnières de leur passé. Mon objectif n'était pas de me venger, ni de pointer du doigt ma famille, mais de montrer qu'il était possible de se relever, de se réinventer, après avoir été brisé. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne de telles proportions. Un mois après le lancement, j'avais déjà des centaines de messages de gens qui me remerciaient, qui me disaient qu'ils avaient vécu des situations similaires. J'étais en train de créer une communauté, un réseau de soutien. Un soir, après une longue journée, j'ai reçu un message qui a failli me couper le souffle. C'était de ma mère. Je comprends maintenant. J'ai compris. J'aurais dû te laisser partir bien avant. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fière de toi. Je suis restée figée devant ce message. Franchement, je ne m'y attendais pas. Pas de la part de ma mère. Pas après tout ce temps. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Merci. Je vais bien. Et c'était tout. Pas besoin de plus. Pas besoin de discussions supplémentaires. Je savais maintenant que j'étais prête à tourner la page. La vraie victoire n'était pas d'avoir eu raison de partir. La vraie victoire était d'avoir compris que je n'avais plus besoin de me justifier, de me battre pour l'amour ou l'approbation des autres. La véritable liberté, c'était celle que je m'étais offerte à moi-même. Ce soir-là, en me couchant, je me suis sentie en paix pour la première fois depuis des années. La paix qui vient de la certitude que je me suis fait confiance, même quand tout le monde autour de moi me disait que je me trompais. Et maintenant, je savais que, quoi qu'il arrive, je ne reviendrai jamais en arrière. Quelques mois ont passé depuis ce message de ma mère. Ce n'était pas une réconciliation, loin de là. C'était juste un point de départ pour moi. Un début de guérison. Mais c'était aussi une ouverture, un adieu définitif à la version de moi qui avait toujours cherché à plaire. Et c'est là que ma vie a pris un tournant décisif. Mon blog, qui avait commencé comme un simple exutoire, avait pris une ampleur insoupçonnée. Chaque jour, j'avais de nouveaux messages, de nouveaux témoignages. Des gens qui, comme moi, avaient fait face à des relations toxiques et qui cherchaient des moyens de se libérer. J'avais créé quelque chose de bien plus grand que ce à quoi je m'étais attendue. Mais il y avait encore un élément manquant, mon père. Je n'avais pas revu mon père depuis la rupture. Depuis que ma mère et lui avaient cessé de jouer les médiateurs dans mes relations familiales. Je savais qu'il vivait toujours dans la maison, et je savais aussi qu'il n'avait jamais été aussi impliqué dans tout ce qui s'était passé.
Il avait toujours pris le rôle de l'observateur, celui qui choisissait de ne rien dire. Mais, je me suis rendu compte qu'il avait aussi joué un rôle en me maintenant dans cette situation, en permettant à ma mère de contrôler tout. Un jour, après des semaines de réflexion, j'ai pris la décision de l'appeler. Pas pour lui reprocher quoi que ce soit, mais pour lui dire que j'allais bien. Pour qu'il sache, enfin, que j'étais devenue une femme qui ne dépendait plus de ses décisions. Je me souviens de ce moment avec une clarté troublante. Quand il a répondu au téléphone, il a d'abord semblé surpris. Puis il a juste dit « Clara ? Tu vas bien ?» Je l'ai rassurée. « Oui, je vais bien. Mieux que jamais. » Il a hésité quelques instants avant de répondre. Je savais qu'il cherchait les mots justes, mais il ne les trouvait pas. Je l'ai laissé dans ce silence, parce qu'au fond, je savais qu'il regrettait. Mais ce n'était pas à moi de lui accorder le pardon qu'il attendait. Ce n'était pas à moi de réparer ce qui n'avait jamais été brisé dans sa tête. Après ce coup de fil, j'ai continué ma vie, avec la même assurance qu'avant. Et c'est là que quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit, ma relation avec mon frère, Paul, a changé. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait réfléchi, qu'il avait vu les choses sous un autre angle. Et tu avais raison. J'ai été aveuglée. Je comprends pourquoi tu as dû partir. J'ai presque eu du mal à croire mes oreilles. Mais c'était là, dans ces mots. Ce n'était pas parfait, loin de là. Mais c'était un début. Et je savais que c'était suffisant. C'était suffisant pour tourner la page, pour accepter que les relations ne sont pas parfaites, mais qu'elles peuvent évoluer. Je me suis donc lancée dans un projet encore plus grand, un livre. Un livre pour partager mon histoire et celle de tous ceux qui, comme moi, se sont retrouvés coincés entre les attentes familiales et leur propre désir de liberté. Je voulais qu'il soit un témoignage, une inspiration pour ceux qui se sentent encore pris dans l'étau de leur passé. Un message clair, vous avez le droit de vous reconstruire. Vous avez le droit de choisir votre avenir. Les premières semaines d'écriture ont été difficiles. Des nuits entières à remettre en question chaque mot. Mais plus je progressais, plus je me sentais légère. Plus je me rendais compte que chaque page écrite me rapprochait de la version de moi-même que j'avais toujours été censée être. Et le jour où le livre est sorti, j'ai su que ce n'était pas la fin. C'était un autre commencement. Celui de ma vraie liberté. Parce que j'avais écrit ce livre pour moi, pour ma guérison, mais aussi pour tous ceux qui avaient besoin de croire qu'ils pouvaient changer. Quand j'ai eu ma première séance de dédicace, je me suis retrouvée face à des gens que je ne connaissais pas, mais qui me disaient « Merci, vous avez changé ma vie. » Je n'avais pas besoin de plus. Parce qu'à ce moment-là, je savais que tout ce que j'avais traversé avait été pour une raison. Pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Libre. Forte. Prête à enfin vivre pour moi-même. Et voilà. Ce chapitre de ma vie est terminé, mais l'histoire continue, et je suis plus prête que jamais pour la suite. Parce qu'une chose est certaine, quand on fait le choix de se libérer, tout devient possible. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à commenter. Vous n'êtes jamais seul dans cette lutte. On est tous ensemble dans cette quête de liberté.